Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur LMTV Sarthe. Au programme de votre demi-heure, le journal, la météo et puis à 18h45, on fera le bilan du succès de la campagne de financement participatif Sarthe Tourisme Kiss Kiss Bang Bang des 11 projets touristiques en Sarthe qui vient tout juste de s'achever. Et puis vous pourrez aussi gagner vos places pour le cirque Claudio Zavata. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure pour démarrer le journal. Le journal de ce vendredi présenté par Diane Lemoisson. Bonsoir chère Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des agriculteurs à bout à cause d'une haie. À la chapelle Saint-Rémy, leur chantier est bloqué pour une raison plutôt inattendue. 3 arbres qui anéantissent tous leurs projets. Nous mettrons un peu de paillettes dans vos yeux ensuite avec la découverte des ateliers de couture de la Flambée Production, là où sont fabriqués les costumes de la revue qui jouera bientôt la première de son nouveau spectacle. Enfin, une nouvelle exposition au musée de Tessé, Peinture des lointains, 60 œuvres prêtées au Mans par le Quai Branly Jacques Chirac. Et notre invité aujourd'hui est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en visite dans les départements. Il nous parle du paysage audiovisuel local. Médiane, on ouvre ce journal avec ce projet agricole empêché par une simple haie. Et oui, ce projet est celui d'un couple d'éleveurs installés à la chapelle Saint-Rémy, alors qu'ils ont lancé la construction de 2 bâtiments agricoles après l'accord tacite de leur permis de conduire, c'est-à-dire l'expiration d'un délai de 3 mois après le dépôt de la demande. La poursuite du chantier est bloquée par le maire. Motif, la présence d'une haie modeste mais protégée. Selon la réglementation, toute construction est impossible à moins de 10 mètres de cette haie. Pour les éleveurs, c'est l'incompréhension. Anthony Piton. C'est un couple d'éleveurs embourbés après un volte-face administratif. En octobre dernier, ils lançaient la construction de 2 bâtiments agricoles destinés à abriter leurs animaux. Leur permis de construire venait d'être tacitement accepté, mais depuis, la mairie empêche leur projet d'aboutir. En cause, la proximité d'une haie classée dans le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est cette haie qui pose problème, si on peut appeler ça une haie. Moi, je dirais plutôt que c'est un talus avec un alignement d'arbres. Il y a 2 frênes, 2 épines. Selon la législation, les constructions sont interdites si elles sont situées à moins de 10 mètres d'une haie classée. Or ici, certains des dés de fondation des bâtiments sont situés à 4 mètres seulement de la haie. On se sent accusé de vouloir au final détruire une haie alors qu'on ne veut pas. Et puis bien compris parce qu'on nous demande de déplacer un bâtiment et de le mettre ailleurs où ce ne serait pas une logique de travail. Pour nous, ça va à l'encontre de ce que l'on voulait. Dans l'attente d'une solution, les bâtiments livrés en kit sont entreposés à même le sol. 55 000 € investis par le couple, qui prennent aujourd'hui l'eau sur la propriété. C'est toutes mes économies qui sont mises là-dedans. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas travailler. La dernière réunion que j'ai eue avec monsieur le maire, il m'a bien menacé en me disant que si je montais les bâtiments, je serais amendable et il m'amenderait de 500 € jour. Je lui ai dit, allez-y, faites-le. Comme ça, vous me ferez crever et puis vous serez content. À ce stade, le dialogue entre le couple et la mairie est interrompu. Pour le maire, revoir le plan local d'urbanisme intercommunal semble impossible. Je pense que pour aller à un détail de haie, ça sera le préfet, je pense que ça sera refusé aussi. J'ai pas pris attention aussi, moi, on classe la haie, voilà. Après, moi, je connaissais pas leur projet. C'est vrai qu'ils ont, comme je dis, ils ont un super projet. Mais il y a une réglementation, il faut la respecter. Seule solution pour le couple d'éleveurs, abandonner son projet ou se lancer dans une longue et incertaine bataille juridique pour faire détruire la haie. Une possibilité pourtant ouverte par la réglementation en cas de construction d'un bâtiment agricole. Il va falloir trouver un autre nom à notre cher stade, Hélène. Et oui, et un autre partenaire, MMA, a choisi de se retirer du naming du stade après 10 années de financement. MM Arena s'appellera donc comme tel jusqu'en juin 2022. Ensuite, c'est la grande inconnue. À l'issue du conseil municipal, Stéphane Le Foll a annoncé que la prospection d'un ou plusieurs partenaires avait déjà commencé. Il espère des investissements de 300 à 350 000 € minimum, faute de quoi ce sera à la ville de compenser. C'est l'heure de notre invité du jour. Nous l'avons reçu cet après-midi, vendredi après-midi. C'est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch Olivier Mestre, qui a répondu aux questions de Laure Girard.
Et oui Aurélien, il était en visite en délégation pour faire le tour des médias locaux et notamment des radios associatives qui font l'éducation aux médias en milieu scolaire. Il nous a parlé entre autres du paysage audiovisuel local et de sa richesse. Une interview de Laure Girard. Roch-Olivier Mestre, président du CSA, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors il faut le dire, avec une délégation, vous êtes venu en Sarthe et au Mans aujourd'hui plus précisément pour visiter ces médias locaux. Qu'en avez-vous pensé de nos médias ? Écoutez, d'abord, rappeler que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, depuis sa création, est implanté dans toutes les régions de France. Donc on a dans chaque région un comité territorial de l'audiovisuel qui est l'interlocuteur de tous les médias de proximité. Et donc je viens régulièrement leur rendre visite pour rencontrer justement ces acteurs locaux. Et on a eu cette rencontre avec une série de radios associatives qui font de l'éducation aux médias avec un engagement absolument remarquable, y compris dans des zones parfois relativement isolées, avec une volonté, une détermination, un engagement qui fait plaisir à voir, parce que l'éducation aux médias, c'est un enjeu très important. Sur les problématiques des réseaux sociaux. Et ça n'est pas qu'à l'école de s'en emparer, mais bien aux médias eux-mêmes de s'en emparer. Je pense qu'il faut que tous les acteurs s'en occupent. Donc le ministère de l'Éducation, bien évidemment, pour ce qui le concerne, les médias nationaux et locaux pour ce qui les concerne. Mais je crois que la proximité en la matière, le fait que des médias de proximité, en liaison avec les établissements scolaires de proximité, soient impliqués dans cette action, est un gage de réussite. Alors, toujours pour parler du territoire local, pensez-vous que le pluralisme des médias existe bien sur ce territoire, sur notre territoire ? Absolument. Ouais. Écoutez, c'est l'une des forces à la fois de cette région, mais globalement de notre paysage radiophonique d'abord, parce qu'on a plus de 1000 radios en France. Et on a en Sarthe notamment un échantillonnage tout à fait représentatif avec une grande diversité de radios, des radios publiques, des radios privées bien évidemment, des radios musicales, des radios généralistes, des radios associatives. On a la chance d'avoir des télévisions locales, dont la vôtre, qui fait partie du paysage dans la région de façon très significative. Donc oui, il y a un pluralisme qui existe. Le CSA, on le connaît, ça va devenir l'ARCOM. Alors expliquez-nous quel est l'objet de ce changement de sigle et donc de champ de compétences en janvier 2022. Alors, on est dans une période de mutation extrêmement rapide des médias, de façon générale, la révolution des usages, l'arrivée de nouveaux acteurs, grands acteurs internationaux, les plateformes de streaming, diffusion maintenant par Internet, au-delà de la diffusion hertzienne. Et donc il était important que la régulation s'adapte à ce nouveau paysage. Et donc là, nous allons fusionner avec Hadopi, qui était l'autorité en charge de la lutte contre le piratage, pour faire un grand régulateur qui s'appellera l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour bien montrer qu'au-delà des médias traditionnels, nous allons également réguler maintenant de nouveaux acteurs, comme les plateformes de streaming par abonnement. J'ai signé hier des conventions qui vont nous lier avec Netflix, Amazon, Disney, Apple, et puis aussi de plus en plus les réseaux sociaux, pour lutter contre la manipulation d'informations ou contre la haine en ligne. Donc c'est un régulateur qui va épouser son époque et son temps, et il faut que dès maintenant, et merci de nous y aider, les Français s'habituent à ce nouveau sigle ARCOM, qui succédera au CSA le 1er janvier. Quels sont vos outils ? Quels étaient vos outils avec le CSA et quels seront vos outils demain avec l'ARCOM pour réguler justement ? Alors, c'est des outils juridiques, bien évidemment, que la loi nous donne. C'est aussi, bien sûr, des ressources humaines. C'est un régulateur qui aura une taille significative avec cette fusion, puisqu'on sera environ 365 salariés, avec nos équipes locales, un budget d'environ 45 millions d'euros, et un champ de régulation, comme je le disais, très vaste, des médias traditionnels, maintenant aux grands acteurs du numérique, pour assurer le bon fonctionnement de cet ensemble. Dernière question, en quoi le CSA peut aider le consommateur de médias à être consommateur? C'est un mot un petit peu galvaudé en ce moment, mais nous y croyons beaucoup à LMTV, être acteur de son média, de ses médias. Écoutez, ce que je crois, c'est que les Français sont très demandeurs de proximité, de façon générale, dans ce monde mondialisé, qui tente à niveler et d'une certaine façon à écraser. Les Français expriment ce besoin de proximité. Et donc, ils expriment un besoin d'interactivité accrue, de pouvoir participer eux-mêmes à l'échange avec les médias. Et je crois qu'on est inscrit dans un mouvement, la pandémie l'a très bien montré, où les médias eux-mêmes ont fait des efforts formidables pour mieux informer, mieux être au contact et en même temps mieux divertir, mieux permettre l'accès à l'information. Donc on ne peut qu'encourager les médias dans ce mouvement. Merci Roch-Olivier Mestre, président du CSA, d'être venu sur ce plateau. Merci.
Culture à présent et la revue de la Flambée va faire son grand retour. Et le dimanche 18 décembre, ils joueront la première de leur spectacle La Flambée remonte le temps. Un spectacle de music-hall qui met en scène 21 artistes dans des costumes toujours plus chatoyants. Et à quelques jours de la première, on vous propose de découvrir l'un des trésors de La Flambée, le lieu où sont créés et entreposés les costumes. Visite avec Hélène Galliana. Attention les yeux, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Un lieu à vous donner le tournis. Dans ces murs, environ 5000 pièces de costumes sont entreposées par La Flambée Productions. On est dans les ateliers de La Flambée, mais côté costumes, qui servent régulièrement sur nos différentes productions au Mans, mais pas que. La Flambée fait 500 spectacles en France entière toute l'année. C'est l'ensemble des créations de ces 5-6 dernières années qu'on retrouve à cet étage. Et on a dans différents greniers encore autant de costumes de tout le patrimoine de La Flambée depuis bientôt 50 ans. Des costumes réalisés ici, dans l'atelier de couture. On a des équipes, on va du designer de costumes jusqu'aux personnes qui les entretiennent une fois qu'ils sont en exploitation. C'est en fonction des projets 2, 3, 5, 7 personnes qui travaillent sur les costumes, du designer, de la costumière qui va faire les patrons, les couturières qui vont assembler les pièces et même jusqu'au chapeau. C'est un ensemble de professionnels et d'amateurs passionnés qui nous suivent régulièrement sur nos différents projets. Et le nouveau spectacle de La Flambée est à retrouver à partir du dimanche 18 décembre à la rotonde du Centre des Expositions du Mans. Pour finir ce journal, on prend la direction du musée de Tessé à la découverte d'une nouvelle exposition. Le Mans accueille une 60aine d'œuvres du quai Branly Jacques Chirac, une série de peintures et sculptures héritées de l'exposition coloniale internationale de 1931 à Paris. C'est la toute première fois que cette collection est prêtée à un musée de province. Le reportage de Laure Girard et Enzo Maubert. Comment les peintres français du 19e et du début du 20e siècle ont-ils illustré les colonies, l'Orient et les contrées lointaines ? Certains représentent l'ailleurs avec une grande sensibilité, d'autres en idéalisant le lointain et son exotisme imaginé, d'autres encore exécutent des commandes de leur gouvernement. On a vraiment un art colonial qui a été fait par des artistes qui ont eu des bourses de voyage, qui sont allés en Orient et qui ont rapporté des images qui doivent servir la propagande sur l'impérialisme colonial de la France. Une exposition qui interroge sur notre histoire, mais aussi sur la représentation de l'ailleurs, hier et aujourd'hui. Ça pose la question, effectivement, de ce désir d'évasion, de cet imaginaire. À quoi correspond notre désir d'évasion ? Chez ces peintres, il y a un petit peu de tout, en fait. Il y a le désir d'obéir à on va dire, un discours politique. Et puis, il y a le désir de rencontrer l'ailleurs, de rencontrer l'autre et l'ailleurs. Peinture des lointains, un événement à découvrir gratuitement au musée de Tessé du Mans jusqu'au 5 juin 2022. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Diane. Oh bah de rien. Très bon week-end à vous. Dans un instant, on se retrouve juste après une petite page de pub et la météo. À tout de suite.